Bonjour. Bonjour. Alors, quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? Alors j'ai fait de la physique des particules. J'avais fait un DEA en physique nucléaire et physique des particules. Et donc je me suis intéressée à une résonance qui était très particulière et je m'interrogeais sur la nécessité d'introduire un nombre quantique qui explique l'apparition de cette résonance. Donc c'était très spécialisé. Et voilà, c'était l'univers presque de transition, puisque ça remonte à 78, entre les résultats des chambres à bulles et puis les nouveaux types de détecteurs, typiquement ceux qu'avait développé Charpak, pour lequel il a eu son prix Nobel. Et au-delà de la compétence scientifique, est-ce que vous avez développé d'autres compétences? Alors après ce doctorat, j'ai suivi les cours du Centre de formation des journalistes, qui est une école proche de la profession, pendant 2 ans. Une année où on apprend les techniques d'écriture et où on apprend aussi ce qu'est le milieu de la presse historiquement. La deuxième année, on approfondit le travail d'enquête, le travail d'interview, toutes les choses, le portrait, ces choses raffinées dans l'écriture que l'on publie dans les journaux, ou bien en radio, ou bien en télé. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Et vous n'auriez pas pu devenir journaliste sans cette formation en Si, plus? si, un grand nombre de journalistes ne passent pas par des écoles spécialisées, mais venant justement d'un lieu très spécialisé, je suis arrivée et je leur ai dit, ceux qui faisaient passer le concours, je ne sais plus écrire. J'ai écrit une thèse en physique, j'ai beaucoup fait d'informatique, j'ai écrit des algorithmes. Je pense que j'ai un petit peu desséché mon écriture. Et j'avais besoin de renouer avec le langage. Est-ce que vous pensez que pour entrer à Sciences et Avenir, il faut être docteur? Non, pas du tout. Il faut avoir préférentiellement une teinture de l'univers scientifique, évidemment être curieux, surtout curieux de tout, avoir développé une capacité d'écriture aussi. Mais non, docteur, c'est beaucoup. C'est aller déjà très loin. Je vous parle déjà d'une époque ancienne. Pour moi, c'était important de pousser la recherche. Je pense qu'actuellement, quelqu'un qui fait un master, ça suffit. C'est difficile de répondre si quelqu'un a un doctorat et a envie de se retourner vers l'écriture ou vers la communication ou l'information. Pourquoi pas ce qu'apporte et ce que m'a apporté le doctorat, c'est à un moment de mener un sujet de recherche. Autrement dit, de m'affronter à quelque chose de pas connu, de répondre à des questions qui n'avaient pas été posées, de me formuler moi-même des questions. Et ça, c'est très formateur. C'est pas seulement répondre à des examens qui ont déjà été conçus par d'autres, mais se dire ah ben, je suis face à ce réel tellement étrange et chaotique et incompréhensible que comment vais-je l'organiser, comment vais-je le penser. Donc c'est ça qu'apporte un moment de recherche. Je trouve que quand on fait du journalisme, c'est très utile. Et vous l'aviez prévu dès le départ d'être journaliste ou Pas du tout. pas du tout? Pas du tout. Je pensais ce que j'ai un peu exercé, à faire du professorat. J'aurais pu faire de la musique. Non. Je pense qu'il y a eu un moment très particulier qui était cette fin des années 70, début des années 80, où il y a eu une grosse interrogation à l'intérieur du milieu scientifique sur le dialogue avec les citoyens. Nous sommes ici, c'est pour ça, c'est peut-être que j'ai été invitée à parler à une table ronde à l'espace Charenton, dialogue SHS citoyen, parce que moi ça m'a toujours, je l'ai toujours ressenti comme quelque chose d'important. Et à l'époque, vraiment il y avait le phénomène de la tour d'ivoire. Ce sur quoi il était informé, ce citoyen,
par des revues diverses, c'était essentiellement le spatial, le nucléaire, et encore difficilement, parce que ce sont des lieux qui ont plutôt l'habitude du secret. Et je l'ai fortement ressenti en menant mes recherches. Je me suis sentie coupée du reste des citoyens. Et j'ai vraiment eu envie de ce dialogue. Rappelez-vous, en 82, il y a eu les assises de la recherche. Il y a eu récemment d'autres assises. Ça, c'était les premières, qui avaient été organisées par Chevènement, qui était alors ministre de la Recherche et de l'Industrie. Ça avait mis en émoi tout le milieu que maintenant tout le monde, ou dont tout le monde a entendu parler, CNRS, INRA, INRIA, INSERM, tous ces instituts de recherche qui étaient un peu peut-être des forteresses fermées et qui se sont rendus compte qu'il y avait à établir un rapport avec les citoyens. Ils se sont, à ces époques-là, après ces époques-là, dotés de systèmes de communication qui n'existaient pas du tout. Alors même que dans une perspective, on pourrait dire, de com, des instituts aux États-Unis le pratiquaient d'emblée. Donc moi, je pense que j'ai été plus que témoin, j'ai été en résonance avec ces moments-là. Et moi, j'adore pratiquer le dialogue avec des gens qui n'y connaissent rien, mais qui sont des citoyens comme les autres, qui doivent eux aussi avoir accès à la compréhension des choses. Donc, mais c'est un discours depuis 30 ans, je pense que ça fait partie de la démocratie, d'expliquer les enjeux extraordinaire des domaines scientifiques et techniques. Parce que, de mon point de vue, il laboure notre société. Donc si vous le savez un peu à l'avance, c'est pas mal. Donc Sciences et Avenir, c'est un outil de communication et de valorisation des chercheurs? Ça peut l'être, ça peut être aussi critique vis-à-vis de la recherche. Ah oui. Parce qu'il y a à l'intérieur même de la recherche des types de recherche sur lesquels les chercheurs eux-mêmes s'interrogent et la société légitimement peut s'interroger. Regardez ce qui s'est passé toutes ces dernières années sur la procréation médicale assistée, la gestation pour autrui. Éthique. Hein? Tout ce qui est éthique, tout ce qui est philosophique. Évidemment, évidemment. Mais ce qu'il y a d'intéressant quand on s'intéresse en priorité au domaine scientifique et technique, c'est que l'on voit ces choses-là arriver bien avant qu'elles ne provoquent du remue-ménage dans la société. Il faut avoir cette anticipation. Les chercheurs, certains d'entre eux peuvent l'avoir. Nous, journalistes, on a une obligation de regarder cela. On a quelques mois, quelques années avant. J'ai travaillé longtemps à Libération. Et ce qui me semblait arriver tout le temps, c'est que nous, dans nos pages scientifiques, nous traitions de sujets dont nous savions que quelques mois, quelques années après, ils seraient dans les pages dites société ou internationales. Internet, je peux vous dire que j'ai fait partie des gens qui étaient parmi les premières à l'avoir en main. Ensuite, se poser la question de cet accès potentiel au savoir, mais aussi au dialogue, avec n'importe qui, n'importe où, ça valait la peine d'y réfléchir très en amont. Et vous pensez que les gens ont peur de l'innovation, des chercheurs, des docteurs? Tout à l'heure, j'ai dit, je pense que c'est une minorité. Ah. C'est une minorité qui est attirée par l'innovation. Et c'est des minorités agissantes. Dans le corps social, il y a beaucoup de conservatisme, beaucoup de résistance au changement. Dans les entreprises aussi, il y a de la résistance au changement. Une innovation dans un système industriel, ça peut vous détruire l'existant. Nous le savons bien maintenant. Donc, oui, résistance, mais il faut en parler quand on sait que c'est en train d'émerger et on ne sait pas quelle force ça va avoir. Ça va peut-être en avoir une extraordinaire. Donc il faut l'expliciter, nous en tant que journalistes. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question. C'est la question. C'est vrai que, ayant fait un doctorat, oui,
Ça fait peur ou pas le doctorat? Ça fait peur, non? Dans la société? Ou c'est valorisant pour vous? Alors, ces dernières années, vous aurez constaté que un certain nombre d'instances, dont des académies, par exemple l'Académie des technologies, a insisté sur le fait que les entreprises devraient employer de plus en plus de docteurs et pas seulement d'ingénieurs. Je pense que la réflexion a été celle de, quand vous faites de la recherche, vous avez un certain regard sur le monde, vous avez une certaine obligation de réflexion qui vous sera utile ensuite, notamment à l'intérieur de l'entreprise. Elle vous fera voir les choses autrement. L'ingénieur, lui aussi, a un devoir de recherche, mais très souvent, on l'assigne à un certain nombre de fonctions. Celui qui sera passé longuement par de la paillasse ou par de l'interrogation conceptuelle aura une autre façon d'appréhender les sujets. Alors oui, un certain nombre d'entreprises, le docteur ne représente pas encore quoi que ce soit pour eux, voire leur fait peur. Et leur fait peur pour d'autres raisons, parce qu'il va peut-être falloir le payer plus, celui qui a ce titre-là. Voilà pourquoi un certain nombre de jeunes que j'ai rencontrés au travers des années se limitent actuellement au master en disant mais si je deviens docteur, d'abord il va falloir que j'y consacre 2-3 ans supplémentaires, je vais donc être plus âgée. Et puis ceux qui vont me recevoir vont peut-être penser que je vais être quelqu'un de peut-être plus difficile à orienter aussi. Donc c'est important de savoir quelles instances prennent en compte la qualité même de docteur, ce qui veut dire ce moment de travail intense et d'autres façons de prendre les problèmes, de les formuler, parce que les problèmes ne sont pas existants comme ça. Il faut se les créer soi-même pour les résoudre. C'est d'ailleurs ça un problème, c'est se mettre devant soi la question à résoudre. Ça veut dire qu'il faut avoir formulé la question. Et déjà quand on l'a formulée, on est presque au bout de ses peines. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu.